Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que nous entrions dans l'ère d'un monde multipolaire. Vous avez dit que les Chinois et les Russes regardaient toujours au-delà de l'horizon et ignoraient les événements à court terme. En vous projetant dans l'avenir, pensez-vous qu'il est possible, dans les 10 prochaines années, de normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis et de créer une alliance entre nos pays? Historiquement, et c'est profondément ancré dans notre mentalité, le terme « alliance » signifie que vous vous unissez contre quelqu'un. La multipolarité, reconnue par Marco Rubio, est une chose différente. Comment peut-on reconnaître la multipolarité sans tenir compte de grands pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique en tant qu'immense continent, l'Amérique latine dans son ensemble, le Brésil et toute une série d'autres acteurs? La multipolarité, à mon avis, se développera encore pendant longtemps. Peut-être que cela prendra toute une époque historique. Ce n'est que ma vision personnelle. Ce monde multipolaire peut être composé de superpuissances selon leur taille, leur poids économique, leur puissance militaire, en particulier leur puissance nucléaire. Bien sûr, des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie peuvent tous être considérés comme faisant partie de cette catégorie. D'autres acteurs plus petits peuvent également participer à un monde multipolaire à travers des structures sous-régionales. Par exemple, l'ASEAN, le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue des États arabes, l'Union africaine. Cette dernière est d'ailleurs devenue membre permanent du G20 lors du sommet de 2024. La Ligue des États arabes souhaite également obtenir un statut similaire. Nous y sommes favorables. Le G20 est un format qui prouve aujourd'hui son utilité non seulement en termes financiers et économiques, mais aussi en termes politiques. Il peut jouer un rôle positif dans le processus d'établissement d'un monde multipolaire. Nous observons encore quelques vestiges d'hostilité, mais la règle du consensus est en vigueur. Il n'y a pas de vote là-bas. C'est pourquoi ce format est plus prometteur que l'Assemblée générale des Nations unies. Chaque fois qu'ils ne parviennent pas à obtenir quelque chose au Conseil de sécurité de l'ONU, ils se tournent vers l'Assemblée générale de l'ONU, où ils organisent un spectacle avec des accusations, des votes, etc. Mais le secrétaire d'État Marco Rubio n'est pas le seul à parler de multipolarité. En évoquant les causes profondes de la crise, Donald Trump a parlé de l'OTAN, et j'ai déjà cité ses déclarations. Nous insistons sur le fait que toute approche, toute tentative de se rapprocher de la résolution de la crise ukrainienne, toute initiative, la plupart d'entre elles sont très vagues, doit se concentrer sur l'éradication des causes profondes du conflit. Donald Trump a confirmé que l'une des causes profondes était l'expansion de l'Alliance de l'Atlantique d'ailleurs. Dans les nouvelles réalités d'après le 20 janvier 2025, je voudrais souligner que l'importance de l'Ukraine pour la sécurité de la Russie est bien plus grande que l'importance du Groenland pour la sécurité des États-Unis. Concernant le deuxième aspect des causes profondes du conflit, j'ai déjà mentionné l'éradication de la langue, des médias et de la culture russe, l'interdiction des partis d'opposition, de certains médias d'opposition, même s'ils écrivent et diffusent en ukrainien, les meurtres et les disparitions de journalistes, sans parler des crimes de guerre contre la population du Donbass immédiatement après le coup d'État. Ces personnes ont été qualifiées de terroristes. Tout cela constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, qui stipule que chacun doit respecter les droits de chaque personne, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Il s'agit de l'article 1 de la Charte des Nations Unies. J'ai parlé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. J'attirais l'attention des journalistes de l'ONU lors de mes déplacements et de mes conférences de presse. J'ai également attiré l'attention des journalistes sur une série de sujets qui ont été utilisés par l'Occident pour condamner la Russie en tant que criminel notoire. Tout a commencé en juillet 2014 avec l'abattage du Boeing malaisien MH17. Le procès s'est déroulé avec la participation d'un seul témoin en présentiel, 12 autres n'ayant pas été présentés. Leurs noms sont inconnus. Mais le jury a déclaré que l'on pouvait se fier à leurs témoignages et qu'ils ont confirmé leurs propos. L'affaire reste donc très sombre. Concernant l'affaire sur l'empoisonnement de Salisbury, le sort des Skripal. Nos demandes officielles aux autorités britanniques sur le sort et la localisation des citoyens russes ont été complètement ignorées. Les Britanniques ont fait un scandale, nous ont accusés et ont utilisé cette situation pour durcir les sanctions. Et puis ils ont oublié cet incident. Il en va de même pour la situation d'Alexei Navalny, décédé en prison alors qu'il purgeait sa peine. Quelques années plus tôt, il avait été soigné à la suite d'un prétendu empoisonnement en Russie. Moins de 24 heures après l'empoisonnement, il a été emmené en Allemagne, où il a été soigné. C'est une histoire intéressante.
Nous avons posé des questions aux Allemands. Après tout, il s'agissait de notre citoyen et nous aimerions savoir la vérité sur ce qui lui était arrivé. Ils ont dit que l'hôpital civil n'avait rien trouvé, alors il a été envoyé à l'hôpital militaire de la Bundeswehr pour y être soigné, où on nous a dit qu'ils avaient trouvé une substance Novichok dans son sang. Nous avons demandé à voir le test. C'est tout à fait naturel. Il est notre citoyen et on nous accuse de le maltraiter. On nous a dit qu'ils ne nous fourniraient pas cette information parce que nous pourrions découvrir leur niveau d'expertise dans le domaine des substances biologiques. Ils transmettront donc toutes les informations à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous avons contacté cette organisation et leur avons rappelé que nous étions également membres de cette organisation. Et la partie allemande nous a dit que c'était maintenant notre responsabilité. Ils nous ont confirmé que l'Allemagne leur avait transmis ces informations, mais à la condition qu'ils ne nous les montreraient pas. C'est tellement enfantin, mais tragique en même temps. J'ai demandé à plusieurs reprises publiquement à de nombreux journalistes occidentaux pourquoi, en tant que professionnels dans leur domaine, ils ne voulaient pas connaître la vérité sur un homme dont l'Occident a fait martyr contre la méchante Fédération de Russie. Ne vouliez-vous pas savoir ce qui lui est réellement arrivé, comment il a été traité, y compris en Allemagne, retour en Russie? Et à propos un autre cas récent. Il s'agit Boutcha. En signe de bonne volonté pour la signature de l'accord d'Istanbul en avril 2022, nos troupes ont quitté plusieurs localités à la périphérie de Kiev. 2 jours après notre départ de la ville, la BBC a montré la rue principale de Boutcha avec des cadavres soigneusement disposés des 2 côtés tout au long de la route. Bien sûr, cela a provoqué une vague d'indignation. Nous avons insisté sur l'enquête. Mais jusqu'à présent, personne ne s'en soucie. Nous voulons connaître les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC. Nous avons soulevé cette question publiquement à 2 reprises au Conseil de sécurité de l'ONU, en présence du secrétaire général, ainsi qu'au cours de rencontres personnelles avec lui. Nous avons envoyé des demandes officielles au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai soulevé cette question à 2 reprises à New York auprès de tous les correspondants étrangers, en faisant appel à leurs devoirs professionnels. En vain. Quant aux droits de l'homme et de la sincérité de nos amis occidentaux, l'Europe et la Grande-Bretagne veulent que tout cela continue. La façon dont ils ont reçu Vladimir Zelensky à Londres après le scandale à Washington montre qu'ils veulent faire monter les enchères et préparent quelque chose pour pousser l'administration de Donald Trump à des actions agressives contre la Russie. Nous adoptons une approche philosophique à cet égard. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui me frappe le plus, c'est leur obsession pour les casques bleus. Le président français Emmanuel Macron déclare arrêter la guerre, déployer dans 1 mois des casques bleus, et voit ensuite ce qu'il faudra faire. Tout d'abord, ce n'est pas ce qu'il faut pour mettre fin à la guerre que l'Occident mène contre nous par l'intermédiaire des Ukrainiens en impliquant directement leurs militaires. Nous le savons. Si l'expansion de l'OTAN est reconnue, au moins par Donald Trump, comme l'une des causes profondes, alors la présence de troupes de l'OTAN sous n'importe quel drapeau et à n'importe quel titre sur le sol ukrainien constitue la menace pour nous. Vous ne l'accepterez en aucun cas? En aucun cas. Personne ne nous parle. Ils continuent de prétendre que rien ne se passe en Ukraine sans l'Ukraine, mais ils font tout contre la Russie sans la Russie. Quand on a posé la question au président américain Donald Trump sur les casques bleus, il a répondu qu'il était trop tôt pour en discuter, mais que cela nécessitait généralement le consentement de toutes les parties. Pourquoi devrions-nous donner notre consentement aux casques bleus ou à un groupe de maintien de la paix? Ils veulent que cette force soit composée de pays qui nous ont déclarés ennemis. Vont-ils venir là-bas en tant que casques bleus? Deuxièmement, il s'agit des droits et du sort des personnes qui vivent non seulement sur les territoires libérés, mais aussi sur les territoires contrôlés par le régime de Kiev. La plupart d'entre eux parlent russe. Ils ont grandi avec la culture russe et veulent que leurs enfants connaissent et apprennent le russe. J'ai demandé si la loi ou les parties de cette loi interdisant la langue russe seront annulées sur le territoire qui restera de l'Ukraine. Il n'y a pas de réponse. On verra. Cela soulève une autre question. Laisseront-ils un monument à Stepan Bandera, qui a collaboré avec Adolf Hitler et a été condamné par contumace par le tribunal de Nuremberg? On a montré pour la première fois ce monument au ministre israélien des Affaires étrangères. Il a déclaré qu'il n'avait jamais soupçonné qu'une telle chose puisse arriver. Il s'avère que le reste de l'Ukraine aurait conservé ce monument et l'interdiction de la langue russe, et aurait organisé des marches au flambeau avec les signes des divisions SS alors, avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agirait pas d'une unité, d'un groupe ou d'une force de maintien de la paix. Il s'agirait d'une partie soutenant et défendant le régime nazi.
et ainsi de suite à l'infini. C'est tout à fait inacceptable. Puis-je poser une question sur la bande de Gaza? Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son indignation face au génocide à Gaza. Quelle sera la position du ministère russe des Affaires étrangères si le régime de Netanyahou attaque l'Iran? Le Premier ministre israélien a annoncé publiquement une telle menace. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec Benjamin Netanyahou. Vladimir Poutine a toujours souligné, en parlant de cette région, que la solution est impossible sans la création d'un État palestinien et sans garantie de sécurité fiable pour Israël. Les deux États ont été créés par une résolution de l'Assemblée générale en 1948. Je ne me souviens pas de la formulation exacte, mais l'essentiel est que la condition de la création et de l'existence d'un État était la création et l'existence du second. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de la nécessité de créer un État palestinien évoquent les frontières de 1967. Elles sont très différentes de celles de 1948, qui devaient être les frontières d'Israël et de la Palestine. Si vous regardez la carte aujourd'hui, les frontières de 1967 sont très différentes par rapport à ce que nous avons, et la Cisjordanie est parsemée de colonies israéliennes. J'ai vu de nombreuses informations selon lesquelles les Israéliens ont décidé d'annexer la Cisjordanie de manière spéciale, en prenant le contrôle total de celle-ci sans expulser les Palestiniens, mais en les concentrant dans quelques municipalités. Pas dans les camps, mais dans les municipalités. L'Iran fait-il partie des négociations actuelles? Les négociations de paix sur l'Ukraine incluent-elles également d'autres questions géopolitiques? Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump discutent-ils de l'Ukraine ou d'autres intérêts de la Russie? Nous avons discuté de la situation dans le Golfe Persique, ainsi que du plan d'action global commun sur le programme nucléaire iranien. Nous prenons le rétablissement du programme original, que les Américains ont abandonné lors du premier mandat de Donald Trump. Il y a également des contacts avec les Européens. Nous prenons la reprise du format envisagé par l'accord initial approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui comprenait la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie et la Chine, et l'Iran. On verra comment tout va se passer. Mais nous sommes préoccupés par certains signes indiquant que les Américains souhaiteraient que ce nouvel accord soit accompagné de conditions politiques en vertu desquelles l'Iran s'engagerait à passer un contrôle pour confirmer qu'il ne soutient pas de groupe en Irak, au Liban, en Syrie ou ailleurs. Je ne pense pas que cette variante va marcher. Tous les pays du Golfe ont une influence au-delà des frontières de leurs royaumes et émirats. En Afrique du Nord, ils mettent en œuvre de nombreux programmes humanitaires et économiques. Ils agissent en tant qu'intermédiaires. Par exemple, le Soudan. La crise interne de ce pays est en train d'être résolue d'une manière ou d'une autre par certains acteurs du Golfe Persique. Je pense donc qu'une situation dans laquelle tout le monde, à l'exception de l'Iran, aurait le droit d'influencer les autres pays de la région est un scénario irréaliste. Comment pourriez-vous commenter les déclarations du président russe Vladimir Poutine en juin 2024 sur les conditions d'un règlement pour entamer des négociations avec l'Ukraine? À mon avis, la position du président Vladimir Poutine est restée inchangée. La vôtre, à ce que je vois, est la même que celle du président. Votre adjoint Sergueï Ryabkov a dit la même chose. Mais je pense qu'il y a des gens en Occident qui pensent que vous dites une chose. Mais en fait, vous avez des points de vue différents. Qu'ils se trompent. Notre conscience est transparente et claire. Non pas parce que nous l'utilisons rarement, parce que nous avons été brûlés plusieurs fois. Mais dans le contexte de cette crise particulière, nous savons ce que nous devons faire pour éviter des compromis qui mettraient en danger la vie des gens. Il ne s'agit pas de territoire, mais de personnes qui ont été privées de leur histoire par les lois. Même avant le début de l'opération militaire spéciale, alors que la guerre se poursuivait en violation des accords de Minsk, Vladimir Zelensky a été interrogé dans une interview en septembre 2021 sur ce qu'il pensait des personnes se trouvant de l'autre côté de la ligne de contact. Il a répondu: tout cela on peut trouver sur Internet, qu'il y a des gens et il y a des spécimens. Il a ensuite ajouté que si quelqu'un vivant en Ukraine sent qu'il fait partie de la culture russe, alors il lui conseille, pour le bien de ses enfants, pour le bien de l'avenir de ses petits-enfants, de partir en Russie, de quitter l'Ukraine. Et cela vient d'un homme qui, quelques années plus tôt, en tant qu'acteur puis candidat à la présidence, avait appelé à mettre fin à l'attaque contre la langue russe. Ces paroles sont disponibles dans l'enregistrement. La succession de ces événements nous a obligés à nous concentrer entièrement sur l'obtention de résultats qui seraient utiles aux gens et les sauveraient. Certains disent que nous devrions ramener l'Ukraine aux frontières de 1991 et que la Russie devrait partir. Les territoires ne sont importants que parce que des gens y vivent. Et ceux qui vivent sur ces territoires,
que Vladimir Zelensky veut restituer, sont les descendants de ceux qui, pendant des centaines d'années, ont construit Odessa et d'autres villes, des ports et des routes, qui ont développé ces terres et ont été liés à l'histoire de cette terre. À propos, l'UNESCO, sous l'énorme pression de l'Ukraine, a annoncé que le centre d'Odessa était désormais inscrit au patrimoine culturel mondial. La ville le méritait. Mais la décision a été annoncée une semaine après la démolition du monument à Catherine la Grande, la fondatrice d'Odessa. Il a été démoli et jeté. Et l'UNESCO a continué à se comporter comme si rien ne s'était passé. Je voudrais donner une brève chronologie des événements. Il y avait 2 candidats aux élections de 2004. L'un était pro-russe, l'autre était considéré comme pro-américain. Il était marié à une politologue américaine. Au deuxième tour des élections de 2004, c'est le candidat pro-russe qui l'a emporté. Mais la foule, instigée par les Européens, a exigé que ces résultats soient révisés. Sous une énorme pression, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a décidé d'organiser un 3e tour, ce qui n'est pas prévu par la Constitution de ce pays. La Cour constitutionnelle a élargi les procédures constitutionnelles sans aucun droit. En conséquence, c'est le candidat pro-occidental Viktor Yushchenko qui a gagné. D'accord, il n'y a pas eu de Maïdan, pas de révolution, personne n'a incité qui que ce soit à quoi que ce soit. Viktor Yanukovych remporte les prochaines élections présidentielles. Il s'agissait d'une victoire honnête, et personne ne remettait en question le fait qu'il s'agissait d'un candidat considéré comme pro-russe. Puis, en 2013, Viktor Yanukovych, peut-être même plus tôt, mais cela a culminé en 2013, a entamé des négociations avec l'UE sur un accord d'association. Cela est devenu connu. Il est impossible de cacher une telle chose. Nos experts ont commencé à expliquer à leurs collègues ukrainiens que s'ils concluent un accord avec l'UE, ils devront introduire tarifs nuls sur de nombreux produits. Et l'Ukraine a déjà des tarifs nuls avec la Russie, car la CEI est une zone de libre-échange. Mais par rapport à l'UE, nous avons des droits de protection, que nous avons convenus lors de notre adhésion à l'OMC. Par conséquent, il se peut que des marchandises européennes, pour lesquelles nous avons convenu d'une protection, arrivent en Ukraine. Et comme il n'y a pas de frontière douanière entre l'Ukraine et la Russie, nous devrons fermer la frontière. Le président russe Vladimir Poutine a même suggéré à la Commission européenne, alors dirigée par José Manuel Barroso, que l'UE, la Russie et l'Ukraine, voyons comment nous pouvons résoudre ces différends afin que personne n'en souffre. José Manuel Barroso a répondu que cela ne nous concernait pas, qu'il ne discutait pas de nos échanges avec le Canada et nous pouvions faire ce que nous voulions. Viktor Yanukovych a alors demandé de reporter la signature de cet accord d'association et a déclaré qu'il avait besoin de plus de temps pour comprendre comment surmonter ces problèmes. C'est ce qui a déclenché le Maïdan. Il a été bien préparé, des centaines de tentes du même modèle, de la même couleur, toutes identiques. Ce coup d'État a atteint son point culminant en février 2014, lorsque l'Allemagne, la France et la Pologne ont été médiateurs dans les négociations entre le président légitime et l'opposition. C'est ainsi que tout a commencé. Chaque fois qu'ils trichent, ils perdent. Ce processus se poursuit. Ils sont parvenus à un accord qui, comme je l'ai dit, a été rompu le lendemain matin lorsque l'opposition a déclaré qu'elle était désormais le pouvoir, le gouvernement. S'ils avaient respecté l'accord qu'ils avaient signé avec l'aide des Allemands, des Français et des Polonais, l'Ukraine serait aujourd'hui exactement là où ils voulaient qu'elle soit, à l'intérieur des frontières de 1991, y compris la Crimée. Mais ils ont décidé de ne pas attendre, car ils auraient dû attendre 5 mois des élections anticipées, qu'ils auraient gagnées. Parce que l'électorat ukrainien a été sous l'influence de l'USAID. Il s'agit des chiffres qui émergent maintenant et que le président Donald Trump a dévoilés au Congrès. Victoria Nuland a déclaré après ce coup d'État qu'ils avaient beaucoup fait pour la victoire de la démocratie en Ukraine. Elle a dit à propos de cette révolution particulière qu'ils ont dépensé 5 milliards de dollars. Ensuite, il y a eu les accords de Minsk. S'ils les avaient respectés, l'Ukraine se trouverait toujours dans les frontières de 1991, mais sans la Crimée. Car la Crimée n'a jamais été mentionnée lors des négociations de Minsk. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un vote honnête de la population. Il y avait des centaines d'observateurs occidentaux, pas des observateurs officiels, mais des membres des parlements. En avril 2022 à Istanbul, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait tenté d'imposer quelque chose à Vladimir Zelensky. Il s'agit d'un autre mensonge d'Emmanuel Macron. Car le document qui a été paraphé par nous et les Ukrainiens a été préparé par la partie ukrainienne.
Nous l'avons accepté. Il était très simple, l'absence de l'OTAN, de bases militaires, d'exercices militaires. Au lieu de l'OTAN, les garanties sont fournies par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne et la Turquie. Et la liste des garants était ouverte à tous ceux qui voulaient y adhérer. Ces garanties ne s'appliquaient pas à la Crimée et à certaines parties du Donbass, qui étaient alors contrôlées par la Russie. Les Ukrainiens ont paraphé ces principes. C'était leur décision. Et ces principes ont été paraphés. Le traité a été élaboré sur cette base. Puis le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a dit aux Ukrainiens de ne pas signer l'accord et de continuer à se battre. Tout comme le chef du service fédéral de renseignement allemand, Bruno Kahl, dit maintenant qu'ils ne devraient pas s'arrêter avant 2029. Peut-être veulent-ils attendre le départ de Donald Trump. Ainsi, s'ils coopéraient et mettaient en œuvre leur propre initiative, ils auraient toujours les frontières de 1991 sans la Crimée, sans une partie du Donbass. On dit que vous êtes le Clemens von Metternich moderne. Mais je pense que c'est faux. Il faut dire que Clemens von Metternich était le Sergueï Lavrov de son époque. Да, спасибо большое.